Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, vendredi 17 octobre, nous avons été conviés par notre unité de laboratoire qui nous a fait appel pour discuter autour d'un thème si important, savoir la goutte épaisse recherche hématozoaire. Le sujet sera présenté par M. Boyabeka Charmani. Monsieur Charmani, vous avez la parole. Merci, docteur, pour la parole accordée. C'est toi qui vas scroller, non? Oui, c'est bon. Merci, docteur, pour la parole accordée. Nous avons cet honneur de vous présenter le travail portant sur la goutte épaisse recherche d'hématozoaires. Et ce travail-là rentre dans le cadre d'une formation continue et des remises à niveau. Diapo. Sur ce diapo, en introduction, la goutte épaisse est une technique de concentration des parasites et qui permet bel et bien de faire la recherche d'hématozoaires dans une goutte de sang après coloration. Je ne peux parler de la goutte épaisse sans parler d'un briefing sur le cycle de vie du plasmodium. Si on peut, le cycle de vie du plasmodium. Et donc ici, au niveau du cycle de vie du plasmodium, il faut retenir que nous avons deux étapes. Nous avons une étape qui est la reproduction asexuée qui se passe chez l'homme et une étape de reproduction sexuée qui se passe chez la nouvelle femelle. Donc, lorsque le moustique pique l'homme lors de son premier repas sanguin, il va injecter ce qu'on appelle par des sporozoïdes. Ces sporozoïdes sont des parasites. Ces sporozoïdes vont migrer directement au niveau du foie, au niveau de l'hépatocyte, au niveau du foie. Et au niveau du foie, ils vont libérer ce qu'on appelle par des schisontes avec l'association des cellules du foie qu'on appelle les hépatocytes. Donc, au niveau du foie, ces sporozoïdes-là vont libérer les schisontes et ils vont s'associer avec les hépatocytes. Une fois ils vont s'associer avec les hépatocytes, c'est ce qu'on appelle par une schizogonie hépatique. Et au niveau du foie, il y a eu, ce serait maintenant des schisontes. Ces schisontes-là vont se détruire, ce qu'on appelle par une rupture des schisontes, et sera injectées au niveau du sang. Avant, on était au niveau de la phase pré-érythrocytaire, c'est-à-dire la phase hépatique. Et dès lors que ces schisontes-là sont libérées au niveau du sang, sous forme de mérozoïdes, on est dans la circulation sanguine. Et au niveau de la circulation sanguine, c'est ces mérozoïdes-là qui vont attaquer des globules rouges. Et lorsque ces mérozoïdes vont attaquer des globules rouges, ils vont donner ce qu'on appelle par des trophozoïdes, et qui vont se poser sous forme d'un anneau. Et ces trophozoïdes-là vont se multiplier pour libérer ce qu'on appelle par des schisontes dans la circulation sanguine au niveau des cellules, dans la cellule. Et une fois dans la cellule, ces schisontes-là vont casser des globules rouges et ensuite le cycle va continuer. Une fois que ces schisontes vont casser des globules rouges, ils vont attaquer encore les autres globules rouges. C'est ce qu'on appelle, c'est là où la phase clinique intervient. On aura des fièvres qui vont persister, des fièvres récurrentes chaque 24 heures, 48 heures et 72 heures. Maintenant, une fois que le cycle va se répéter, il y aura certains trophozoïdes qui vont se différencier en gamétocytes. Certains trophozoïdes vont se différencier chez les gamétocytes. C'est là où nous allons observer des plasmodium falciparum, ovale, vivax. Et c'est ces gamétocytes-là, une fois que le moustique viendra piquer l'homme, il va ingérer ce qu'on appelle par ces gamétocytes et le cycle de reproduction sexuelle va débuter. C'est là où le cycle de reproduction sexuelle débute chez la nophèle. Et c'est ces gamétocytes-là qui vont ces gamétocytes qui peuvent être mâles, femelles, c'est-à-dire macrogamétocytes, des microgamétocytes, ils vont s'accoupler dans la reproduction sexuelle et il y aura une fécondation et ils vont donner un œuf libre qu'on appelle okinète. Et c'est cette okinète-là qui se trouve dans le tube digestif qui va migrer vers la paroi de l'estomac sous forme oocyste et ces oocysts-là vont donner plusieurs sporozoïdes qui ensuite vont encore piquer l'homme, il va injecter des sporozoïdes. C'est ça un peu le cycle du paludisme. Diapo. Quel est l'intérêt de faire une goutte épaisse? Eh bien, on demande une goutte épaisse pour mettre en évidence le plasmodium, déterminer la densité parasitaire et suivre un traitement de paludisme. Diapo. Voilà, quelles sont les matières qui permettent bel et bien de réaliser cet examen? Nous avons plusieurs matériels, notamment les lampes porte-objets, étuves, crayons, compteurs, plus que cela. Et à ma droite, nous avons une image qui nous montre le microscope qui nous permet de visualiser les parasites, le colorant Jameson qui nous permet de fixer les lames, et ensuite l'important plus les lames. Diapo. Comment se fait la technique de la goutte épaisse?
La technique de la goutte Eiffel se fait sur 3 phases. Ce qu'on doit retenir, c'est 3 phases. Nous avons la phase pré-analytique, la phase analytique au milieu et la phase post-analytique. La phase pré-analytique consiste en l'identification de la lame ou de l'échantillon. La phase analytique consiste à la technique proprement dite et la post-analytique consiste à l'interprétation du résultat. Donc, au niveau de la phase pré-analytique, après avoir porté des gants à usage unique, il faut identifier la lame et ensuite attribuer le numéro sur la lame par rapport au dernier numéro qui se trouve soit du logiciel, si vous utilisez le logiciel, ou du registre diapo. Ensuite, il faut désinfecter le 3e et 4e doigt avec du coton tamponné d'alcool, piquer d'un coup sec à la pupe du doigt avec le vaccinocyle. Il ne faut pas utiliser des seringues. Quand vous utilisez la seringue, le malade a peur, il faut utiliser les vaccinociles. Et ensuite, essuyer la première goutte et déposer la goutte suivante au centre de la lame pour pouvoir dégraisser. Pourquoi on va éliminer la première goutte? Eh bien, on va éliminer la première goutte simplement parce que la première goutte contient ce qu'on appelle le plasma. Ce plasma est riche aux anticorps et beaucoup de cellules et il y aura des facteurs de coagulation. Et pourquoi? Parce que lorsqu'on va piquer d'un coup sec, il y aura une agression contre l'organisme. Lorsqu'il y a une agression, il y a une réponse immunitaire qui intervient, qui agisse, et il y aura plusieurs cellules de l'immunité qui vont intervenir. Donc, cette goutte-là sera pauvre en parasites, et à partir du moment où pas assez de parasites, et donc il faut se concentrer sur la deuxième goutte, parce que c'est une technique de concentration des parasites. Il faut bien lire les parasites. On peut passer d'une goutte négative parce qu'on avait pris la première goutte. Et ensuite, défibriller la goutte avec le coin d'une lame fixée pour la préparation en format de petits cercles. Ça veut dire que tu prends une autre lame, tu essaies de faire des mouvements de rotation de 1 cm. Laissez sécher la lame jusqu'à 10 minutes à l'air libre ou encore à l'étuve lorsqu'on veut faire une lecture rapide. Et ensuite, acheminer les échantillons depuis la salle de prélèvement jusqu'au laboratoire de parasitologie. Diapo. Au niveau de la phase analytique, il faut faire la préparation de la coloration qu'on appelle le GEMSA. Et je tiens à rappeler que pour faire la détection de la goutte épaisse, on peut utiliser le frottis sanguin ou la goutte épaisse. Le frottis sanguin permet d'identifier l'espèce. La goutte épaisse n'a jamais permis d'identifier l'espèce. C'est le frottis sanguin qui permet d'identifier l'espèce et de déterminer la parasitémie. Contrairement à la goutte épaisse qui permet simplement de donner la densité parasitaire, de détecter les parasites et de donner la densité parasitaire. Et donc, la goutte, généralement, on demande goutte épaisse couplée frottis sanguin. Parce que l'espèce là aussi permet de faire des traitements ciblés parce qu'il y a certains parasites qui résistent à certains antipalustres. Et donc, la préparation du GEMSA, faut connaître, parce qu'on n'a pas des robots. Le GEMSA contient quoi? Pourquoi on va colorer avec le GEMSA? Et le GEMSA contient des colorants qui sont acides et basiques. Nous avons le colorant acide qui est l'éosine. L'éosine est un colorant acide qui va se lier à des composants du parasite qui sont basiques tels que le cytoplasme et le colorer en rose, rouge ou orange. Et nous avons également l'azur de méthylène qui est un colorant qui est basique et qui va se lier à des composants acides comme le nord et le colorant en bleu. Et contrairement au frottis sanguin, le frottis sanguin, ce sera le mail gruant GEMSA, c'est-à-dire le MGG. Le mail contiendra l'éosine et le bleu de méthylène. Et le bleu de méthylène, l'azur de méthylène joue à peu près le même rôle. Et donc, il faut diluer le GEMSA à 10%, c'est-à-dire un volume de GEMSA avec 9 volumes de l'eau physiologique eau ou distillée. C'est-à-dire filtrer le mélange obtenu et mettre dans les bacs à colorant. Si vous avez des bacs à colorant, vous pouvez mettre le mélange qui est filtré, qui est dilué dans les bacs à colorant. Ensuite, vous déposez les lames, vous plongez les lames dans les bacs. Ou encore, généralement, ce que nous on fait, et on prend le GEMSA qui est dilué, on étale les lames sous forme en série. Après, on dépose une goutte, on fait la coloration des lames. C'est-à-dire, on dépose les colorants sur les lames. Et ensuite, on attend soit 10 à 15 minutes. Pourquoi? Parce qu'il y a une coloration rapide qui est à 10 minutes et l'autre qui est à 20 minutes. Mais on prend la moyenne, généralement 15 minutes. Diapo. Toujours dans la phase analytique, après avoir coloré, il faut laver les lames. Au lieu du robinet, on lave les lames à l'eau du robinet. Ensuite, on place les lames dans un portoir et soit on met en lecture pendant quelques minutes ou soit on laisse aller libre après lecture. Diapo. Et nous avons la phase post-analytique. La phase post-analytique consiste à l'interprétation des résultats. D'abord, il faut faire la lecture à l'objectif 10 pour faire une bonne mise au point et faire la recherche de la zone de lecture. Et ensuite, mettre l'huile à immersion pour lire le trophozoïde à l'objectif 100. À ma droite, vous avez une image qui nous montre les trophozoïdes, c'est ce qu'on appelle par les trophos, c'est ce qui nous permet de dire une goutte épaisse possible. Il faut observer comme ça. Donc, au fait, le colorant qu'on appelle le GEMSA, vous voyez bel et bien que le noyau est en bleu, le noyau est blasophile, et ce cytoplasme est acidophile. Voilà, donc
C'est la coloration qui a permis en sorte que non, il y a une différenciation au niveau du parasite entre les noyaux du parasite et le stockage du parasite. Diapo. Interprétation des résultats. Diapo. Comment interpréter les résultats? Les résultats d'une goutte épaisse s'interprètent sous deux formes. Nous avons une forme de densité parasitaire et une forme semi-quantifiée. Et la lame est déclarée négative lorsque nous n'avons aucun parasite et elle est dite positive lorsque nous avons la présence de parasites et on doit déterminer ce qu'on appelle par une densité parasitaire. Diapo. Qu'est-ce qu'est la densité parasitaire? Et la densité parasitaire est simplement une mesure quantitative qui nous permet de compter les parasites. Et généralement, on fait le comptage des parasites, c'est-à-dire qu'il faut compter au moins 10 parasites dans 200 globules blancs. Et ensuite, vous calculez densité parasitaire égale à 10 parasites sur 200 globules blancs fois la moyenne qui est égale à 8000 globules blancs. Si vous avez la numération de ce malade-là, vous prenez les valeurs des globules blancs qui se trouvent dans la numération. Au cas contraire, nous utilisons la moyenne parce que la valeur normale des globules blancs, c'est entre 4000 et 10 000. On utilise généralement entre 5000 et 8000. Mais la formule nous dit 8000. Et si vous comptez moins de 10 parasites sur 200 leucocytes, il faut aller jusqu'à 500 globules blancs pour calculer. Donc la densité parasitaire sera égale à 8 parasites sur 500 fois 8000. Diapo. Voilà, donc nous avons la formule. Densité parasitaire égale nombre de parasites sur le nombre de leucocytes qui est soit 200 ou 500 fois 8000 qui est juste la moyenne des globules blancs. Et si vous avez la numération de ce malade, appliquez les globules blancs qui se trouvent chez le malade. Et ça s'est exprimé en nombre, ça s'exprime en nombre de parasites par microlitre de sang. Diapo. La lecture peut également être semi-quantifiée. Nous avons le nombre de parasites qui s'interprète en très rare, où on dit une croix, très rare lorsque nous avons un élément, sinon un parasite pour 10 champs. Donc vous passez à 10 champs, vous avez trouvé seulement un seul parasite et vous considérez ça positif à une croix très rare. Et rare lorsque nous avons un élément par champ, une croix. Nombreux lorsque nous avons 10 éléments par champ microscopique, nous avons la positivité à 2 croix et ensuite très nombreux, nous avons plus de 100 éléments par champ microscopique. Diapo. Et donc, la goutte épaisse est un examen de choix qui permet de quantifier les parasites et de suivre un traitement. Je vous remercie. Le biologiste hospitalier. Il a consommé combien de minutes? 15 minutes, exactement 15 minutes pile. Après cette brillante présentation, nous allons inviter... Après cette brillante présentation, nous allons inviter l'ensemble des personnes présentes de pouvoir passer à la séance de questions-réponses, tout en précisant que les questions ne s'adressent pas exclusivement à Monsieur Boyabika Charmani. Les questions s'adressent un peu à tous ceux qui ont la connaissance ou une partie de la réponse. Ils peuvent également contribuer. Donc, la parole est donnée à qui la demande. Est-ce qu'on peut avoir la lumière? Merci. J'ai deux préoccupations. La première consiste à savoir entre la goutte épaisse et le test de dépistage rapide, ces deux examens ont quelle différence et le seuil de fiabilité est le plus élevé de quel côté? La deuxième, c'est savoir pourquoi dans le prélèvement, il est exigé qu'on prélève le troisième et le quatrième doigt et pourquoi le coup sec et pourquoi ne pas prendre la goutte du premier jet de sang et attendre seulement la deuxième goutte. Merci. Vous êtes représenté. Claude Séraphin Malonga Mobeke, responsable unité SIDA. Okay. Bon, on va faire question-réponse, question-réponse. Oui, merci M. Malonga pour votre intervention. Et je tiens à rappeler qu'il y a une différence entre la goutte épaisse et le TDR. Les TDR sont des tests d'orientation qui est beaucoup plus utilisé dans les zones rurales. Voilà. Et donc, le taux de sensibilité et de fiabilité par rapport le taux de sensibilité, généralement, ça dépend du fournisseur. Lui nous dit que la sensibilité à 80%, 90%, la spécificité à 80%. Voilà. C'est par rapport à sa conception. Et
ça a été démontré que la goutte épaisse a toujours été beaucoup plus fiable que le TDR parce que la goutte nous permet de regarder, visualiser directement dans le sang et on va voir directement le parasite dans le sang. Contrairement à des tests rapides qui peut parfois, voilà, il y a des anticorps qui peuvent altérer, voilà, on peut se trouver avec une goutte épaisse qui est négative et un TDR qui est négatif alors que la personne est positive. C'est plus, la sensibilité est beaucoup plus élevée et la spécificité à la goutte par rapport au test rapide. Et concernant la deuxième question sur le choix, voilà, le choix du doigt, voilà, mais généralement, la littérature dit, ce que j'ai lu à la littérature, on nous dit que non. Le pouce et l'index est beaucoup plus utilisé dans nos quotidiens. Et donc, il est préférable d'utiliser l'annulaire, voilà, et l'auriculaire, le majeur et l'annulaire, pour éviter un peu, voilà, parce que la personne va se blesser, c'est plus utilisé dans des activités quotidiennes et aussi c'est beaucoup plus douloureux, c'est ce qui a été dit. Donc le pouce et l'index est beaucoup plus douloureux par rapport au majeur et à l'annulaire. Et pourquoi on va éliminer la première goutte, c'est ce que j'ai dit, j'ai parlé de ça déjà, pour éviter qu'on ait encore plus de questions. Et donc c'est parce que cette goutte-là contient le plasma et ce plasma est riche aux anticorps. Parce que quand vous piquez, il y a une agression, quand l'organisme, il y a une réponse immunitaire et il y aura plus de cellules et moins de parasites. Il y a également un facteur de coagulation qui intervient, ce qu'on appelle par la fibrine. Et donc, on aura plus de fibrine et des anticorps et des leucocytes, alors que nous, on cherche les parasites. Donc, il faut se concentrer sur le deuxième J. Bon, je ne sais pas si j'ai oublié encore une question. Voilà. Merci, Monsieur Boyabeka. Vous avez la parole. Merci pour la parole accordée. Je suis bienvenu au CT, technicien de laboratoire. Bon, j'aimerais commencer d'abord par une remarque. Ce qui est écrit, c'est le troisième et le quatrième doigt. C'est pas les deux à la fois. C'est troisième ou quatrième doigt. Maintenant, une autre préoccupation, c'est plutôt un ajout. La différence entre la goutte épaisse et le TDR. Une autre différence, c'est qu'avec le TDR, il peut arriver que le TDR soit positif, alors que sur la goutte, c'est négatif. Dans le cas où la personne est déjà sous traitement guéri, parce que le TDR a pour objectif de détecter des protéines du parasite, et ces protéines peuvent persister jusqu'à 2 semaines, alors que la personne est déjà guérie. On va considérer un TDR négatif et plutôt positif, alors qu'il n'y avait rien là-bas. Un traitement pour rien. C'était tout. Merci. Bon, en rapport avec cet ajout-là, je voudrais également compléter quelque chose. Il y a 3 éléments de critères qui vont permettre de différencier le TDR par rapport à la goutte épaisse. Vous avez la spécificité, la sensibilité et la fiabilité. En termes de fiabilité, la goutte épaisse est en première position parce que c'est plus fiable. On estime que le technicien est suffisamment expérimenté, qu'il a pu voir les trophozoïdes, donc c'est plus fiable. Mais en termes de sensibilité, on met le TDR devant en termes de sensibilité parce que c'est un test immunologique qui est basé sur la détection des anticorps. Donc cette réaction anticorps-antigène, ce qui fait qu'il est plus sensible qu'une goutte épaisse. Et donc du coup, c'est pour cette raison que M. Oseta a dit, dans certaines situations, le TDR peut rester positif même après guérison du malade, puisque les anticorps vont encore rester dans la circulation sanguine jusqu'à 28 jours après la guérison. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Questions? Docteur Fallon Kitimo, je voulais poser la question de savoir, il arrive des fois au laboratoire, on fait le prélèvement à la seringue directement dans la veine et qu'on mette une goutte sur la lame. Est-ce que ça ne modifie pas les résultats? Parce que dans la technique, on a précisé qu'il fallait faire d'un coup sec, prélever sur le 3e ou le 4e doigt et puis continuer la suite. Mais cette technique-là, est-ce qu'elle ne peut pas biaiser les résultats? Bon, merci docteur pour la parole et pour votre question. Oui, effectivement, ça peut biaiser les résultats, mais la littérature dit qu'on peut faire le prélèvement, soit on va piquer d'un coup, ou encore on peut prélever au niveau du sang.
Mais ce qui est beaucoup plus recommandé, c'est piquer d'un coup sec au niveau du tissu. Donc, ça peut modifier également les résultats. Si c'était pas modifié, parce que dans d'autres vidéos, sinon, voilà, articles, on nous dit qu'on peut faire deux types de prélèvements. Soit on va prélever au niveau de la veine, ou encore on va piquer. Mais ce qui est recommandé, ce qu'on veut qu'on fasse, c'est qu'on doit piquer d'un coup sec. Sinon, il n'y a pas trop de corrélation. Sinon, je n'ai jamais lu les réactions interactives entre, voilà, la différence entre piquer d'un coup et voilà. Moi, je fais la technique qui a été recommandée, c'est piquer. Mais prélever, je n'ai pas encore trop d'informations sur ça. Mais je pense que ça peut altérer ou soit créer un peu de biais de résultat. D'autres questions? Oui, moi c'est Monsieur Mango, analyseur animateur. Moi je voulais revenir un peu sur le cycle. Parce que quand vous avez parlé de cycle, c'est vrai, vous avez parlé de la neuf qui pique. Est-ce que c'est à la première piqûre ou bien il y a deux piqûres pour que cette réaction soit active? Merci, Monsieur Mongo, l'anesthésiste. En fait, ça sera à la première piqûre si cet anophèle est déjà infecté, parce que lui-même, il doit être infecté pour donner la maladie. Et donc, s'il n'est pas infecté, il va juste ingérer ce qu'on appelle par les gamétocytes, c'est Plasmodium, et dès qu'il va ingérer, il va subir un cycle pour les conserver en sporozoïdes, pour piquer pour donner la maladie. Donc, c'est un peu ça. Ok, d'autres questions? C'est Monsieur Lekomba Florent, coordonnateur des soins. J'ai une petite préoccupation, car il est souvent dit qu'il faut lier la théorie à la pratique. C'est-à-dire, très souvent, nous constatons qu'au niveau des techniciens du laboratoire, ce que vous venez de dire, que non, quand vous piquez d'un coup sec, vous laissez tomber la première goutte et à partir de la deuxième goutte que vous pouvez faire le prélèvement. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Et nous constatons que cette pratique-là ne se fait pas au niveau chez les laborantins. Très souvent, on pique et après, on prend le doigt, on met sur la lame. Tantôt, on reste un peu longtemps, le doigt, on frotte le doigt sur la lame. Et est-ce que cette pratique-là ne pouvait pas biaiser également les résultats? Ou vous êtes d'accord avec cette affirmation? Merci, Monsieur Lekomba. En tout cas, votre intervention est tellement capitale. Oui, ça va biaiser les résultats. C'est pas de bonnes pratiques et donc on va s'en charger pour que ça ne se reproduise plus. Sinon, on va lier des gouttes négatives alors qu'il n'y a pas de parasites. Cette première goutte n'a pas de parasites. Contient peu, sinon même pas de parasites. Et donc cette technique, en plus, on prend pas la goutte qui est au niveau du doigt, on met sur la lame. Non, non, non. On dépose la goutte, on prend une autre lame qui est bien dégraissée, on défibrine. Donc c'est pas comme ça. Voilà, ça vous avez cassé des globules rouges. C'est pas comme ça que ça se fait. En tant que sage-femme, je pose une question. Concernant Oui, je suis docteur Bachir. J'ai une question sur le plasmodium et la barrière placentaire. Est-ce que tu penses que le plasmodium peut traverser, se retrouver de l'autre côté de la circulation fœtale? Merci. Merci, docteur, pour la parole accordée. Oui, effectivement, le plasmodium est beaucoup plus virulent chez les femmes enceintes. Les femmes qui portent le fœtus, ils sont beaucoup plus virulents. Ils vont traverser beaucoup plus facile et ils vont créer des grossesses des prématurées. Voilà, un enfant qui peut avoir un petit poids. Et on peut voir aussi des avortements spontanés. Donc, il faut bien surveiller la femme enceinte, surtout sur la goutte épaisse, qui est très, très, très important. Ça semble être banal, mais c'est très important. Merci. Avant, je vais d'abord prendre de l'autre côté. Bon, avant ta question, docteur Bachir, je pense qu'il connaît la réponse à la question qu'il a posée. Ok, c'est bon. Merci.
pour la parole accordée. Je suis Mélène Madjou, infirmière. Et ma question est que je veux savoir la durée des trophozoïdes, c'est-à-dire de la phase hépatique et la phase sanguine, la durée qui c'est pas pour qu'elle est... Parce que il y a certains malades, cliniquement, il a des signes, paludisme, mais quand on demande la goutte est négative. Est-ce que c'était mal prélevé ou il y a un problème entre la phase hépatique et la phase sanguine? Je veux savoir. Oui, merci, Madame Mélène Madjou. Au fait, le cycle de vie du plasmodium dure 28 jours. Vraiment, on est autour de 8 jours à 28 jours que le plasmodium va faire tous ces tralala. Et donc, au niveau de... Donc, ce qu'on doit retenir, c'est d'abord ça. C'est 28 jours. Le cycle de vie, c'est 28 jours. La personne peut se piquer aujourd'hui pour avoir des signes 14 jours après, donc 2 semaines après. Et donc, si on trouve une goutte qui est négative, il y a 2 possibilités. Soit c'est au niveau de la technique, soit le malade est encore en phase, en phase évolutif, Donc, on doit d'abord s'assurer que non, ça ne vient pas du technicien pour voir le côté cycle. Mais généralement, si le malade présente des signes là, ça veut dire c'est numeroseux, ça sont déjà en train d'attaquer les globules rouges. Docteur Flam. Je me suis déjà présentée. Par rapport à la question du docteur Bachir, est-ce qu'il y a, on sait que la grossesse c'est 9 mois, donc en 3 trimestres, est-ce qu'il y a un âge de prédilection au cours duquel le trophozoïde traverse la barrière placentaire ou bien ça peut se faire à n'importe quelle étape de la grossesse? Bon, à ma connaissance, c'est tous les trimestres, c'est-à-dire au premier trimestre, au deuxième trimestre, au troisième trimestre, sauf si je me trompe. La salle, je voulais compléter sur la... Ah, d'accord, merci. Moi, c'est la sage Mabiala. Par rapport à la question du docteur Bachir toujours, et à votre réponse, est-ce qu'on peut pas remettre la goutte épaisse dans le bilan prénatal? Parce que ça se fait pas. Bon, ça c'est une question normalement d'ordre médical, mais aussi un peu administratif. Mais du point de vue médical, je pense que la goutte épaisse n'est pas un examen préventif. C'est un examen de diagnostic. Et donc, l'idéal serait de le faire quand on suspecte la pathologie. Certains examens ou la majorité des examens réalisés pour les bilans prénataux, c'est plus préventif aussi. C'est vrai que ça peut nous emmener à diagnostiquer une pathologie pour le soigner, mais le paludisme étant une pathologie aiguë et curable, ça servira peu de faire cet examen dans les bilans, systématiquement dans les bilans prénatals. Donc, c'est pour aller dans le même sens, devons rester sur la prophylaxie. Donc, sulfadoxine, pyrimétamine, Fansida. Là, vraiment, on doit marteler sur ça. Et quand il y a des signes cliniques en faveur d'un paludisme, c'est là où on demande la goutte épaisse. Oui. Merci. Moi, c'est la sœur Thomas Floria Josiane, infirmière. Non, ma question est de savoir, parce que là, on a parlé pour compter les parasites, il faut les leucocytes. Est-ce qu'il faut faire une énumération à tous les malades qu'on demande la goutte épaisse ou bien par rapport à la formule? Mais si vous faites par rapport à la formule et peut-être le patient, les globules blancs sont plus élevés. Est-ce que ça, c'est aider le malade ou bien on fait seulement parce que la formule est là? Merci. Oui, merci, madame, pour votre parole. Bon, la sœur Floria pour votre votre question également. Bon, si on va faire la numération chez tous les malades, il doit d'abord avoir une indication pour demander une numération. Voilà pourquoi la formule dans le truc international a été dit
faut prendre 8 000 parce qu'on suppose que non, le malade, ses globules blancs, c'est entre 4 000 et 10 000. On peut pas prendre 5 000 parce que les malades peuvent avoir 7 000, 6 000. Donc, on prend ça à 8 000. Maintenant, si vous avez la numération de ce malade-là, vous pouvez mettre les recherches de ce malade ou en cas contraire, vous appliquez la formule. Si, soit, parce qu'on ne fait pas donner systématiquement, demander une numération systématiquement au malade. Donc, c'est un peu ça le problème. La numération est demandée par une indication. S'il y a une indication, on demande la numération. Et si on peut retrouver la numération, nous, au laboratoire, on prend la numération. Sinon, on applique la formule qui est donnée par celle qui est recommandée. Je ne sais pas si ma soeur a compris la réponse, mais je pense que la réponse de ma soeur ne va pas dans ce sens-là. Le problème pour ma soeur, c'est que dans la formule, on parle des globules blancs. Pour elle, la numération, c'est pour appliquer la formule. Là. Il faut plutôt expliquer que les globules blancs sont sur la lame. Quand on fait la goutte épaisse, au même temps, on peut compter dans la goutte épaisse les globules blancs. On n'a pas besoin de la numération pour les globules blancs. En fait, il y a une nuance. On va compter. En fait, il y a une nuance. On va compter le nombre de globules blancs vous comptez au moins 10 parasites. Voilà, donc dans ces cas-là, nombre de parasites sur nombre de globules blancs qui est 200, sur la lame, oui, effectivement sur la lame, fois le nombre moyen des globules blancs. Les 8000 là, c'est le nombre moyen de globules blancs de façon naturelle, qui est entre 4000 et 10 000. Sur la lame, on va compter ce qui est au dénominateur, mais la multiplication, c'est la moyenne qu'on peut prendre au niveau de la numération. D'autres questions? Moi-même, j'ai une question. Question plus des ajouts. Docteur Emmanuel Voiveau. Première question, c'est... Bon, tu n'en as pas parlé, mais souvent, j'apprends des laborantins qu'il est préférable de faire le prélèvement de la goutte épaisse lors des pics fébriles. Pour quelle raison? Ça, c'est la première question. C'est mieux que tu reprends d'abord. Bon, c'est parce qu'on suppose que non, lors du cycle, on a déjà des schizocytes qui sont en très grande quantité, qui cassent déjà des globules rouges qui se trouvent dans de la circulation sanguine. C'est l'apparition des fièvres là. Donc on aura plus de chances de trouver des parasites lorsqu'on est en présence d'une fièvre. Bon, je vais faire l'ajout et puis après viendra la dernière question. L'ajout, c'était en rapport avec la question du docteur Bachir. Je pense que tu as déjà entendu parler également du paludisme congénital. Okay, donc, il y a la possibilité également que les plasmodiomes puissent traverser la barrière hématoplacentaire, ce qui fait qu'on a la possibilité d'avoir des complications sur la grossesse, mais aussi la possibilité que le paludisme puisse être transmis de la mère à l'enfant, à la naissance. Mais la littérature dit que le critère ou l'élément de diagnostic, c'est la détection de plasmodium à la première semaine de vie. Donc, dans les 7 jours après la naissance, si on fait une goutte épaisse au nouveau-né et que c'est positif, fort probablement, c'est un paludisme congénital qui est suite à une transmission. La deuxième question, repose sur le frottis sanguin. Tu as bien dit dans ta présentation que le frottis va nous aider à identifier l'espèce. Et ma question, c'était de savoir quelle est dans notre milieu l'espèce qui vient en deuxième position en termes de profil épidémiologique après le Plasmodium falciparum. Par rapport aux autres espèces, quelle est l'espèce, dans ton expérience bien sûr, lequel tu as plus diagnostiqué ou identifié? Merci docteur Emmanuel pour cette question. Bon, au vu de l'expérience, d'une petite expérience que j'ai au laboratoire sur le Plasmodium vivax, c'est le vivax qui est, après le falciparum, est beaucoup plus rencontré chez nous en Afrique. Maintenant, le malaria également dans le monde un peu partout.
Mais au Valais, c'est plus dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, le Valais est plus dans l'Afrique de l'Ouest. Le malaria qui peut se trouver chez nous, mais à des faibles quantités, mais c'est plus le falciparum et le vivax qui est beaucoup plus fréquent chez nous. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Ah, bien sûr. Comme le docteur Bachir venait de dire là, maintenant chez nous on met PFPN. Maintenant ici on va les classer où? Ça veut dire quoi? Ici on va les classer où? C'est à quel stade? Le stade de perdre. C'est falciparum, vivax, ovalé, malaria. Bon, je te laisse quand même répondre. Donc, au fait, au niveau du TDR, le TDR nous dit c'est le Plasmodium falciparum ou PAN. PAN, ça peut être soit vivax, soit malaria. Maintenant, donc, PAN là, c'est autre type de Plasmodium falciparum qui peut soit être le vivax ou malaria. Maintenant, c'est au niveau de la goutte que nous, on va voir ça. On va voir le vivax là. Lorsqu'on fera un frottis, lorsqu'on fait un frottis sanguin, on verra ce vivax-là, gamétocyte là, qu'on appelle Plasmodium vivax. On va voir ça, c'est le Plasmodium vivax, ça c'est le falciparum qui se présente comme ça. Mais au niveau du TDR, c'est juste, voilà, une indication, c'est juste le PEF qui est beaucoup plus en premier et le PAN, voilà, ça peut être un autre type. Voilà. Juste pour rebondir, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir un TDR où le PF est négatif, mais le PAN là est positif? Ici. C'est bon? Oui, nous retrouvons beaucoup dans cette situation-là. On a plus de PAN, on a aussi des cas seulement des PAN qui sont positifs et non des PF. Même à 25%, hein, sur 100%. Et quand c'est comme ça, vous rendez le résultat comment? Positif ou PAN? Micro, papa. On a un résultat positif, c'est ce qu'on a vu au TDR. Résultat positif en PAN. Voilà, c'est ce qui a été dit. Maintenant, c'est à vous, vous qui connaissez les traitements ciblés, parce qu'il y a certains médicaments qui sont peu résistants. Il y a une dernière question? Ok, on va prendre la dernière question pour clore cette séance. Juste pour dire que cet exposé tellement trop intéressant et il faudrait mettre ça à la disposition du personnel pour prendre connaissance et surtout pour ceux qui ne sont pas là. Et tout le monde ne sont pas dans notre groupe également, ceux qui n'ont pas des Android. Donc, il faudrait mettre ça à la disposition de tout le monde. Et en plus, compléter sur les densités, là, quand j'ai vu vers le bas, là, les parasites par champ. Moi, j'ai remarqué que vous êtes resté à 3 croix, mais il faut compléter également le 4 croix, parce que très souvent, c'est combien de parasites par champ. J'en ai terminé. Merci. Est-ce que c'était une question? Non, c'était pas une question, c'était une suggestion. C'était une contribution. Bon, nous tenons à remercier tout le monde de leur présence et participation pour cette séance de travail que nous avons eue ensemble. Et on remercie et félicite également M. Charmani qui nous a réunis autour de ce thème si important, si intéressant. Je pense que pour clore, on va donner la parole à Dr Bachir Silvana. Non, c'est bon? Ok, bon, merci à tout le monde, la séance est levée.